Je vous propose de revenir vous prendre place ici. J'imagine qu'il y a énormément de questions qui vont vous être adressées. Donc moi, j'en ai, pendant qu'on réfléchisse, que la salle se mette en chauffe, vous avez bien expliqué, vous avez bien expliqué la courbe de Gauss avec les intelligences, donc, et vous avez bien expliqué le 2,5 à gauche, donc qui est le handicap mental, donc le bas niveau de la déficience mentale. Vous avez bien expliqué qu'on était vraiment sur le 2,5 à droite, le haut potentiel. Autant on comprend bien que pour le bas potentiel, eh bien, il y a un handicap qui s'y associe. Est-ce que le haut potentiel s'associe aussi à un handicap? Pas reconnu officiellement, en tout cas médicalement. On peut considérer que le haut potentiel est associé à un handicap dans la mesure où il ne permet pas de s'intégrer dans la société normalement. La définition du handicap, c'est un trouble. Alors, c'est pas un trouble. Je vous ai dit, je voulais dire que c'était pas un trouble, mais la définition du handicap, c'est un trouble qui gêne dans le quotidien, qui gêne dans l'insertion sociale, qui gêne dans la réalisation des activités du quotidien. Donc, si on regarde le fonctionnement du haut potentiel et le retentissement, on peut considérer que ça peut être un handicap. En tout cas, quand il y a des troubles associés, c'est sûr. Merci beaucoup. Vous avez une première question là dans la salle. Je crois qu'on va pouvoir poser le... Bonjour. Est-ce que vous pouvez bien vous présenter, s'il vous plaît? Sophie Nandez. Pour juste présenter le contexte, je suis HP, TDA, j'ai 2 enfants. A priori, l'aîné sur HP-TDA, le deuxième TDA 10, avec dyslexie visuo-attentionnelle. Je pense qu'il est HP. Le test était normal, mais on n'a pas réobjectivé depuis. Et puis, il n'est pas trop chaud pour le faire. Voilà, j'ai fait du burn-out, j'ai subi un harcèlement moral, j'avais des troubles de comportement alimentaire à l'adolescence. Je suis un cas clinique classique, extrêmement classique de ce profil-là. Voilà, j'ai une remarque étant adulte, juste pour dire que la majorité des symptômes, enfin des expressions cliniques que vous avez décrites sont aussi présentes chez l'adulte, que la société, effectivement, vous avez pris un exemple en Israël, la France n'est absolument pas prête à accueillir les adultes à haut potentiel. Ça, c'est une vraie réalité d'entreprise. Et donc, ça peut être très très compliqué. Voilà, ça c'est juste pour le contexte un peu plus concernant les adultes. Moi j'ai une question qui évidemment me concerne mais qui est d'ordre général. C'est l'articulation du TDA. Alors moi ils n'ont pas d'hyperactivité, moi je ne suis pas hyperactive, hein, donc du TDA sans hyperactivité avec le haut potentiel. Il se trouve que j'ai eu la chance de participer à la conférence qui était organisée par Neurodiff mardi, donc j'ai pu écouter M. Barclay sur le sujet. Et j'ai posé la question en particulier concernant la gestion des émotions, parce que moi jusqu'ici en fait je mettais la difficulté de gestion des émotions sur le HP. Et lui il a répondu que c'était clairement lié plus au trouble TDA que au HP. Voilà, et donc j'ai un peu de mal à comprendre, entre guillemets, qu'on puisse d'un côté avoir un retard de développement mental et de l'autre côté être HP, vu que le TDA est un retard de développement mental. Vous dites un retard, oui, s'il y a un délai en fait dans le développement, dans le développement de certaines, des zones liées aux fonctions exécutives. On compense, ok, comment les compensations se font, et au niveau émotionnel, voilà, est-ce que la somme des deux fait quelque chose de vraiment explosif ou le TDA est plus présent que... Voilà, quelle est la différence entre la gestion émotionnelle d'un TDA et d'un HP? J'ai un peu de mal... Alors, je ne pense pas qu'on puisse vous répondre de façon aussi tranchée. Parce que, pour la simple et bonne raison que vous avez vu que le haut potentiel, ça n'a rien de consensuel. Je ne pense pas qu'on puisse non plus mettre de côté la gestion des émotions du haut potentiel et dire ce n'est pas le haut potentiel. C'est pas possible.
Le TDA, c'est le trouble déficitaire de l'attention, il faut l'objectiver sur un bilan attentionnel chez les enfants à haut potentiel. Autant chez un enfant qui n'est pas haut potentiel, on n'a pas forcément besoin de faire un bilan neuropsychologique d'évaluation de l'attention, autant chez un enfant haut potentiel, rien ne ressemble plus à un TDA que le fonctionnement simple du haut potentiel. Donc, il faut être sûr qu'il y a un vrai déficit attentionnel, qu'effectivement l'enfant est en train de compenser, qui va générer une surcharge cognitive, donc une grande fatigabilité, donc une grande anxiété et donc une gestion très difficile des émotions. C'est compliqué le diagnostic de déficit attentionnel chez les enfants au potentiel. Là, pour le coup, autant je ne consomme pas forcément beaucoup les tests psychomotriques, autant pour le TDA en général, autant pour l'enfant au potentiel, il faut absolument le faire. Ensuite, pour ce qui est de la gestion des émotions, on ne peut pas dissocier au potentiel et trouble déficitaire de l'attention parce qu'au niveau du cerveau, c'est la même chose, c'est la même zone, c'est le système limbique avec, c'est ça, on dit que les enfants fonctionnent en boucle, c'est-à-dire qu'ils sont en circuit court, gestion de l'émotion et impossibilité d'accès à ce qu'on appelle le contrôle exécutif, qui est donc le cortex frontal dont je vous parlais tout à l'heure, qui est très immature, qui est immature chez l'enfant, qui se développe jusqu'à à peu près 21 ans, et qui est encore plus immature quand il y a des troubles développementaux. Donc l'un et l'autre génèrent des troubles émotionnels. Gestion des émotions, je vous dirais qu'il faudrait déjà s'assurer que l'enfant est conscient de son émotion. Parce que quand on échange avec des enfants au potentiel, souvent, ils ne savent pas dire quelle émotion ils sont en train de ressentir. Donc mettre déjà des mots sur les émotions, savoir déjà de quoi on parle, et ensuite travailler cette émotion avec toutes les thérapies cognitivo-comportementales, la sophrologie, des choses qui permettent déjà d'apaiser le niveau d'anxiété, de gérer l'émotion quelle qu'elle soit à vie. Parce que quand on a appris tout petit, c'est quelque chose qu'on s'est remobilisé d'autant plus à un potentiel. Bien, merci beaucoup Sophie. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Émilie Guibert, je vais intervenir cet après-midi. Je suis autopotentiel hétérogène et dyspraxique, diagnostiquée tardivement. Ma question c'était plutôt autour de justement toutes ces théories qui ne peuvent pas être du coup qu'est-ce qui fait que aujourd'hui toutes ces théories n'arrivent pas à des consensus? Est-ce que c'est une question de temporalité parce qu'il n'y a pas eu assez d'études, ou est-ce que c'est parce que le sujet est pour l'instant, qu'on n'a pas les outils aujourd'hui pour arriver à des mesures qui seraient scientifiquement acceptées? Les deux en fait, parce que pour avoir des réponses scientifiquement acceptées, on est à l'ère de l'évidence de la médecine par la preuve. Pour pouvoir répondre à ces questions-là, il faut faire des études de grande ampleur, donc avoir des populations suffisamment importantes qui ont une masse statistiquement acceptable et pouvoir éliminer les biais qui permettent de répondre. Donc, il faut déjà d'une avoir la population, 2% de la population, hein, mais c'est faisable, et deux, avoir les tests qui permettent de prouver ces théories, parce que ça, on ne les a pas pour l'instant. Certaines équipes, notamment au Canada, sont en train, par exemple, de développer un test d'intuition et de créativité. Peut-être que ça, c'est quelque chose qu'on pourra utiliser de façon reproductible pour justement évaluer les populations. Mais pour ça, il faudrait mettre beaucoup d'argent pour mobiliser des études plurirégionales, en fait, des outils scientifiques, voire internationales, je pense. Bien, merci Sophie. Je crois qu'il y a une autre question là-haut. Oui, bonjour, je suis mère d'enfants au potentiel et je voudrais revenir sur le regard que la société porte sur ses enfants et la mère de ses enfants. Comment, alors qu'on ne conteste pas la notion de déficience en la mesurant avec ce QI, autant on ne reconnaît pas une efficience de ces enfants. Et je crois qu'il y a un grand travail à faire. La réunion d'aujourd'hui
va dans ce sens, enfin qu'on puisse mettre des mots et reconnaître ces enfants-là. Parce que sans cette reconnaissance, comment évoluer par rapport à l'éducation nationale qui a fait de grands progrès, parce que je peux, en tant que maire, je peux le mesurer, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire et je ne peux que vous encourager à travailler dans ce sens. Les neurosciences peuvent également aider, il y a des pistes et j'espère que enfin un regard positif sera posé sur ces enfants-là, ils en ont besoin. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Les neurosciences se battent pour ça. Malheureusement, ce ne sont pas les neurosciences qui font avancer la société. Je pense qu'il y a une vraie question sociétale, philosophique sur le sujet. La déficience, ça ne renvoie pas la même chose que le haut potentiel. La déficience, on a envie de s'y intéresser, on a envie d'aider les gens, et puis médicalement c'est défini. Il existe des syndromes génétiques, il existe des malformations cérébrales qui génèrent une déficience, donc on a des réponses scientifiques qui permettent de mettre des croix dans les cases. Le haut potentiel n'a pas ce profil-là, donc il faudrait la première chose se battre pour faire reconnaître le haut potentiel comme un trouble développemental. Et ce n'est pas le cas. Il y en a un long chemin à parcourir avant d'y arriver. Quand ce sera un trouble, on pourra reconnaître, je reviens à la question de tout à l'heure, un handicap. Tout à fait d'accord. Mais on compte sur vous. C'est par ce prisme-là que l'on peut. C'est par ce prisme-là, je pense, que l'on peut faire avancer le sujet, parce que je crois qu'il y en a un peu assez de ce regard suspicieux que l'on porte sur les mères qui osent dire « écoutez, examinez mon enfant parce que je pense que… » Alors ce regard suspicieux est extrêmement dévalorisant et extrêmement humiliant pour ces mères-là et porte atteinte aux enfants. Oui, tout à fait d'accord. Vous avez une question? Oui, alors en fait je réagis à ce que vous venez de dire, parce que je suis HP, j'ai 4 enfants qui le sont aussi, donc de 21 à 3 ans. Et j'ai vu effectivement que ça avait évolué au niveau de l'éducation nationale. Pour mes 2 premiers, 21 et 15 ans, quand je disais ils sont HP avec des troubles associés, etc., j'avais juste là d'une mère qui se la pète et puis personne n'écoutait, alors que j'avais vraiment besoin d'un relais au niveau de l'école. Tout simplement parce que concrètement, mes enfants ont été victimes de harcèlement scolaire, mais d'une violence rare. J'ai même dû retirer mon fils du collège en 5e pour qu'il fasse une année au CNED, juste parce que, en fait, sinon, je pense qu'il faisait une dépression. Et quand on voit la violence que subissent ces enfants-là, je trouve quand même étonnant d'avoir aucun relais, aucun, rien. C'est-à-dire qu'on est complètement abandonné par l'éducation nationale face à la souffrance d'un enfant qui ne comprend pas les autres, et que les autres ne comprennent pas. Et comme il est différent, surtout au collège, c'était le lynchage organisé, quoi. Et ça a été jusqu'à ce que la CPE lui demande de s'excuser auprès de ces personnes qui étaient... Parce que vu qu'il avait un comportement un peu différent, on a estimé qu'il était aussi coupable de la situation dans laquelle il était. Et donc on a dit à mon fils de s'excuser. Donc, sans compter le niveau verbal, le niveau de langage de ces enfants-là qui passe pour de l'insolence. Mais c'est exactement ça. Et quand ma fille avait 3 ans et qu'elle a subi des violences physiques par les autres enfants de sa classe et qu'elle leur a dit « Vous ne pensez pas que ce serait plus intelligent qu'on mette au commun nos réflexions pour s'entendre plutôt que de se chamailler ?» Elle s'est pris une claque. Voilà. Donc, moi j'ai les 4 qui sont comme ça. Donc, j'adhère grave parce que j'en ai ras-le-bol, en fait, de ne pas pouvoir dire que mon enfant est au potentiel, voire très haut potentiel pour le 2e.
Et ils ont beaucoup de mal à se faire des amis. Ils sont complètement isolés. Donc moi, derrière, je rame pour leur dire non, t'es une bonne personne, il n'y a aucun problème. Mais c'est très violent pour les mamans. Hein. C'est la réalité de la vie de l'enfant potentiel et de sa famille. Je pense qu'on va progresser par l'information. On voit que pour les troubles 10, déjà, ça a été très très long. Maintenant, on commence à avoir une acceptation des troubles 10, une connaissance des troubles 10, même si on a encore beaucoup de travail. Il faut se dire qu'on va encore avoir besoin de temps pour le haut potentiel en lui-même, et homogène ou hétérogène. Quoi qu'il en soit, de toute façon, ça va être compliqué parce que ce n'est pas un trouble. Voilà. Moi, quand je rédige des certificats MDPH pour mes patients, il m'arrive assez fréquemment de ne pas écrire au potentiel, parce que le potentiel n'est pas un trouble qui fait reconnaître un handicap. Quand je demande des aménagements pédagogiques et que j'explique aux parents, je leur dis, à la limite, en fonction de la réponse qu'on va avoir au niveau de l'équipe pédagogique, tout le monde n'est pas pareil, hein. Pas mettre tout le monde dans le même panier, mais souvent ce qu'on met en avant, ce sont les troubles 10 qui, eux, maintenant, sont compris. Voilà. Donc, on met plus en avant la dysgraphie, on met plus en avant la dyslexie, mais quand je commence à parler de difficultés pragmatiques du haut potentiel, là, j'ai perdu tout le monde déjà. Donc, voilà. Il faut quand même qu'on fasse avec ce qu'on a. On avance, mais je pense qu'on n'est pas dans le même délai. Ce sont les journées comme aujourd'hui qui vont faire avancer les choses, je pense. Merci Sophie, une dernière question là-bas. Je suis grand-mère d'un enfant qui est HPI. J'ai une question par rapport à la gestion des émotions. Est-ce que un enfant HPI ayant des problèmes de gestion d'émotions a-t-il forcément des troubles TDAH? Alors, non, mais on n'a pas de résultats chiffrés. Donc TDAH, c'est trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. Comme je vous le disais, ils sont comme les autres susceptibles d'avoir des troubles du développement. Donc parfois, le profil au potentiel mal vécu peut donner cliniquement les mêmes symptômes qu'un vrai TDAH, c'est-à-dire un enfant impulsif, agité, qui n'écoute rien, qui oublie toutes les consignes. C'est là qu'on a besoin d'une analyse à la fois médicale et d'une analyse psychologique avec un bilan psychométrique. C'est typiquement pour des profils comme celui de votre petit-fils que moi je fais un WISC et donc un test psychométrique et un bilan attentionnel chiffré pour voir s'il y a un vrai déficit attentionnel, s'il y a une vraie impulsivité, parce que ça on sait le côté, voilà, mais on sait le mesurer par rapport à la moyenne des enfants du même âge. Donc ça permet de poser un diagnostic, et effectivement on ne travaille pas de la même façon. Des difficultés de gestion qui sont en lien des émotions parce que l'enfant est anxieux, parce qu'il ne va pas bien, voire il déprime, parce que des enfants potentiels qui dépriment, et la difficulté de gestion des émotions du TDAH. On ne sait pas travailler exactement de la même façon.